qui n'y va pas. Cavendish par terre. Oh, clavette. Attaque de Tadej Pogačar. Ouais, mais voilà. Attaque de Marlou. C'est n'importe quoi, merde. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Tadej Pogačar a perdu ce Tour de France 2023. Bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour le point Tour de France au début des Pyrénées. Week-end pyrénéen, on est au soir de l'étape de Pau. On va débriefer un peu ce tour à mi-tour avec Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, bonjour à tous. Bon, on est à la moitié de ce Tour de France. On est allé à quelques heures de ce week-end pyrénéen qui s'annonce quand même assez costaud avec les étapes du samedi et du dimanche. Avant de parler Tour de France, on va faire un petit point Tour d'Italie ensemble, Julien, parce qu'il y a le Tour d'Italie femmes, actuellement le deuxième grand tour de la saison après le Tour d'Espagne qui avait été remporté par Demi Vollering. On est à un mois du Tour de France puisqu'il aura lieu juste après les Jeux Olympiques. Julien, pour l'instant, on a une belle bataille actuellement avec juste avant le week-end, les 7e et 8e étapes, le dernier week-end de compétition. On a 4 filles en moins d'une minute avec Longo Borghini qui a 3 secondes d'avance sur Lotto Kopecky, 38 secondes sur Cécilie Trupp-Ludwig et puis 49 secondes sur notre championne de France Juliette Labous. C'est un beau petit Tour d'Italie quand même. Ah, c'est un Tour d'Italie qui est super intéressant. Par contre derrière, quand tu regardes les étapes hommes du Tour, faut se mouiller la nuque pour pas s'endormir. Mais non, c'est un super début de Tour. Il y a de l'action tous les jours. Ça attaque de partout. Il y a des révélations, et puis il y a surtout un top 4 qui se tient, comme tu dis, en moins d'une minute. Avec, attention, la 5e aussi, qui est un petit peu plus d'une minute, Antonia Niedermayer, qui a 1,06, qui est bien là aussi. Finalement, c'est un duel Longo-Borghini-Kopecky auquel on a droit. Longo-Borghini, si je me trompe pas, qui a le maillot rose, mais qui est championne d'Italie, qui a été championne d'Italie il y a quelques jours. Lotto Kopecky, qui elle est en pente ascendante dans sa préparation pour les Jeux Olympiques qu'elle fera sur la piste et sur la route, si je me trompe pas. Piste, route et chrono, si je me trompe pas non plus. Donc elle triple sur les Jeux. Et derrière, elle est prévue sur le Tour de France ? Non, elle coupe après les Jeux justement pour préparer la fin de saison, notamment le championnat d'Europe qui est pas très compliqué, qui est plutôt plat, donc qui pourrait aussi lui convenir. Une Lotto Kopecky qui on va pas dire continue de surprendre, mais qui performe encore une fois en montagne. On n'a pas encore eu la haute montagne. On va avoir le Blockhaus 2 fois ce samedi, qui va être un vrai chantier, une vraie étape de montagne qui pourrait convenir à une Juliette Labous. Mais c'est vrai que Lotto Kopecky, elle continue en fait de s'imposer comme un vrai danger pour ses adversaires en montagne. Elle nous avait surpris sur le Tour de France l'année dernière, et puis là, elle confirme un peu sur le Tour d'Italie cette année, quoi. Elle confirme ses belles dispositions vues sur les pentes du Tourmalet l'année dernière, sur aussi en début de saison, sur l'UAE Tour, Jabal El Afet, qui est aussi un gros col. Et là, elle confirme ses aptitudes. Sa belle étape de mardi qui arrive en altitude veut dire qu'elle est en forme. Après, et puis elle gagne au sprint encore. Donc non, c'est une confirmation de ses aptitudes en montagne. Après, peut-être qu'elle va atteindre ses limites demain sur la grosse montagne, où on est à plus, sur l'étape, on est à plus de 3600 mètres de dénivelé de tête. Ouais, tu parles de l'étape de mardi, l'étape, si je ne me trompe pas, de Toano, où c'est Nive Fischer-Black qui s'impose devant Kopecky, Labous et Longo Borghini. Finalement, j'allais te dire qu'on a un triplé réellement en tête de ce Giro avec Kopecky, Labous et Longo Borghini. Juliette Labous qui a pris une pénalité assez bête de 20 secondes sur l'étape de Urbino, pas l'étape d'Urbino, si, c'est l'étape d'Urbino où elle fait 12e et elle prend 20 secondes de pénalité pour un bidon pris dans les 5 derniers kilomètres. Pour un bidon pris à un spectateur, d'après ses dires, elle a paniqué parce qu'elle avait perdu son bidon. Et a priori, elle aurait été dénoncée par certaines concurrentes avec l'appui de vidéo. Oh, c'est pas beau. C'est pas beau. Après, mais bon, ça devient la norme aussi des commissaires de regarder les réseaux sociaux. Donc, c'est dommage. Après, parce que sinon, ça la met à 29 secondes seulement. Ça la met à 29 secondes, ce qui est pas
Ce qui est pas rédhibitoire, en 49 secondes, quand on voit le week-end de finale avec demain à l'arrivée au Blockhaus, et attention à l'étape de dimanche, vers l'Aquila. Qui arrive à l'Aquila, qui est pas non plus un final facile. 20 secondes peuvent surprendre, mais plus sur une étape comme demain, où ce sont des longs cols, où elle aime bien justement rouler son braquet et performer. Bon, il y en a quand même une qui s'appelle Elisa Longo-Borghini, qui est chez elle en Italie, elle qui est la toute récente championne d'Italie, qui avait fait vice-championne d'Italie en contre-la-montre, elle avait fait podium au Tour d'Espagne. Bon, elle est clairement l'une des 2-3 meilleures cyclistes au monde actuellement. Allez, si je te fais Demi Vollering, Lotte Kopecky, Elisa Longo-Borghini, on rajoute peut-être une Lorena Wiebes et on est dans le top 4 mondial. On est dans le top 4 mondial, on est dans les 4 fantastiques. Ouais, carré magique, un peu à l'ancienne aussi. Bon, on va suivre ça. On en parlera la semaine prochaine, pendant la 3e semaine du Tour, de ce Tour d'Italie qui se termine donc dimanche. Allez, place au Tour de France avec donc un week-end pyrénéen qui nous attend. Week-end pyrénéen costaud quand même. On va le détailler un petit peu ensemble. Étape de ce samedi entre Pau et Saint-Lary-Soulan, le passage du Tourmalet à mi-étape par le versant de Luz-Saint-Sauveur, la descente vers la Mongie, la Ourquette dans 6 ans et Saint-Lary-Soulan, la montée vers le Plat d'Adé, hors catégorie 11 bornes, 10 bornes et demie à 8% de moyenne. Et puis l'étape vers le plateau de Beille qui sera aussi un vrai chantier, je pense. 200 bornes, Loudanviel, plateau de Beille. Il démarre à Loudanviel au pied du col de Peyrossourde, la montée de Peyrossourde immédiate, descente vers Bagnères de Luchon, ils enchaînent le col de Manté et le col de Portée d'Aspet, petite vallée pour attraper le col d'Agnès, bon vous le prononcez comme vous voulez, la remontée vers le port de Lers, descente, et ensuite on est en Ariège, à Tarascon-sur-Ariège, et on va prendre le pied du plateau de Beille, où donc on aura la montée finale, 16 bornes pratiquement à 8% de moyenne. Bon petit week-end pyrénéen. Julien, week-end pyrénéen, après une étape cette semaine au Lioran qui a peut-être été un peu le tournant de ce Tour de France, non? En tout cas, au lieu d'être un tournant dans les chiffres, peut-être un tournant psychologique. Oui et non, parce que Vingegaard a réussi à le tenir, l'ogre Pogačar, qui était bien sorti dans le col de Néron. Derrière, il creuse, mais peut-être pas suffisamment, ou je pense qu'il est quand même un peu rentré dans la tête de Pogačar, il lui a mis un peu le doute. Après, moi, je penche aussi pour une hypoglycémie de Pogačar. Parce que tu peux pas prendre aussi facilement de l'avance et les reperdre aussi facilement. D'après ce qu'on voyait, et on l'a pas vu beaucoup s'alimenter non plus. Donc, est-ce qu'il a pas fait un petit début de fringale à voir. Alors, je crois que c'est sur le sommet du Puy-Marie qu'il attaque, dans le dernier kilomètre après le virage Bardet, il me semble. Hein, ouais, il me semble aussi. Ouais, il me semble, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, alors... Je vais appuyer ta théorie et je vais, l'argumenter par 2 points. Le premier, c'est que sur l'accélération de Pogačar, Vingegaard est collé à sa selle. Il est collé à la roue de Roglic. Donc là, tu vois que sur l'accélération, il n'est pas très bien. Et deuxième théorie, et alors là, ça va peut-être en faire hurler certains qui nous écoutent. Il y a un certain Michael Rasmussen qui, sur Twitter X, a directement vu pendant l'étape, et je l'ai vu avant même que Vingegaard ne revienne sur Pogačar, ou en tout cas juste après que Vingegaard ne revienne, qu'il sentait Pogačar à court de sucre. Il appelle comme la voiture, la moto fraîcheur ou la voiture Node, je ne sais plus trop. Ouais. Il donne un bidon alors que tu vois clairement que c'est pas ce qu'il avait besoin, quoi. Ouais. Il avait besoin, en tout cas, d'un bidon avec ou un gel un gel ou un bidon avec ce qu'il faut, avec pas seulement de l'eau, mais les petites boissons là, Hydrate and Perform qui vont avec. Il y a quand même cet effet psychologique où tu sens que Pogačar a fait tout ça pour perdre 1 seconde. Et aussi que Pogačar se fait battre au sprint par Vingegaard, où Pogačar, à mon avis, il se dit c'est bon, tu sais quoi, on va faire un sprint court, je vais lui mettre une tempête. Et finalement, il s'est rassis 3 fois avant d'abdiquer, quoi. C'est ça que moi qui me conforte dans l'idée de la fringale. C'est que Pogačar sait que quand Vingegaard doit faire un sprint long, que là, il attend le sprint court. C'est pas trop dans ses habitudes. Et tu vois qu'il y
il est en fond de cuve, quoi. Il est en fond de réservoir, il a plus grand chose. Après, la théorie du Vingegaard qui est censé monter en puissance, tu y crois? Et Vingegaard, il a pas couru depuis le Tour du Pays Basque au départ du Tour. Alors certains diront, ouais, c'est quand même suspect, machin, mais faut pas oublier que ça fait de la fraîcheur aussi de pas courir depuis le Tour. Et maintenant, avec tout ce que les entraîneurs peuvent mettre en place, tu peux travailler tes watts courses à l'entraînement, tu peux simuler des courses à l'entraînement au watt près. Donc, si c'est aligné à Florence, c'était pas pour visiter la belle Toscane et acheter du terrain dans le Puy-de-Dôme ou sur la Côte d'Azur, quoi. Donc pour toi, c'est une montée en puissance et ça va pas être plutôt un Vingegaard qui va s'écraser en fin de tour, quoi. Je pense il s'écrasera pas au bout du tour. Ça va batailler jusqu'au chrono. Ouais, chrono final. Jusqu'au chrono, parce que c'est un chrono. C'est pas un chrono de spécialiste en tant que tel. C'est vraiment. On va battre les 8 secondes selon toi? En tout cas, battre dans le fait qu'il y ait moins d'écart, moins que 8 secondes à la fin. Ce serait beau. Ce serait beau pour une première hors de Paris. Et pour le suspense, ça laissera un peu de suspense jusqu'au bout. Et ça fera taire les rageux qui diront c'est bon, Pogacar ou Vingegaard a tué le Tour. Tue le Tour de France, tue l'intérêt de la course, blabla. Bon, après, à mon avis, il y en a un qui s'appelle Pogacar. Il doit se dire, il vaut mieux que j'ai une sacrée avance sur Vingegaard avant le contre-la-montre final, parce qu'il va se souvenir, je pense, du contre-la-montre de l'année dernière où il s'est pris une tempête par Vingegaard. Bon, on avait un Pogacar crevé, fatigué, mais Pogacar, faut pas oublier qu'il a fait le Tour d'Italie. Et que lui, par contre, c'est la fraîcheur qui risque de manquer en fin de troisième semaine. Ouais, ou alors Pogacar a le souvenir d'un contre-la-montre à la plongée Bellefille. Fin septembre 2020 à la plongée Bellefille. Mais mine de rien, entre les deux, il y a un certain Remco Evenepoel. Il fait pas trop de bruit, il limite la casse en permanence. Au Lioran, je crois qu'il a perdu à peine 20 secondes. Et il est là. Il est sur le podium, deuxième du général, débarrassé de Roglic pour la bataille pour le podium aussi. Roglic qui a abandonné, on en reparlera. Mais mine de rien, il est là, il imite la casse en permanence. Il a terminé à 25 secondes au Lioran. Il fait pas trop de bruit, il est là, il chambre les Français quand il faut. Non, il faut pas oublier qu'il est qu'à 1 minute, là où tout le monde le voyait exploser dès le Puy-de-Dôme. Il a quand même plus de 3 minutes, un petit plus de 3 minutes sur le quatrième. Ouais, 3-14. Ouais. Qui, à mon avis, devrait être plus loin après les Pyrénées, au général. Genre, Almeida, il est là pour bosser pour Pogacar, faut pas l'oublier. Et non, il est là. Et, ce serait peut-être le troisième homme de ce tour. Ouais, Remco Evenepoel. Alors, est-ce qu'il aura une certaine liberté? Peut-être pas tant qu'il sera 1 minute intercalée entre Pogacar et Vingegaard. En attendant, lui, il est là. Il est un peu en train de se tester aussi. Remco Evenepoel, c'est son premier Tour de France. Il va se tester en haute montagne, enchaînement pyrénéen. On l'a vu sur les pentes du Galibier, plutôt pas mal. C'était le 3e larron. Moi, au final, je sens plutôt pas mal et je pense que s'il y en a bien un qui peut monter en puissance avec un chrono final pour lui, c'est Remco Evenepoel. Maintenant, à voir ce que ça va donner en haute montagne. Tu parlais de Joao Almeida chez UAE. Ouais, tu voulais rebondir? Ouais, par rapport à Remco Evenepoel, faut pas oublier qu'il a un de ses coéquipiers dans le top 10. Mikel Landa. Qui est pas un novice de grand tour, justement, qui peut l'aider, qui peut l'aiguiller s'il joue le jeu d'équipe, qui m'étonnerait beaucoup moins que quand il était chez Movistar. Parce que là, c'est quand même le fait vert qui décide. Je pense qu'il va être là pour épauler le plus longtemps possible Evenepoel. Et puis, mine de rien, Mikel Landa, il est 6e du général. Derrière Joao Almeida et Carlos Rodriguez, qui lui fait pas trop de bruit, qui est 5e, qui est à sa place, tranquille, dans le top 5. Et mine de rien, Mikel Landa, 6e, il fait pas de bruit lui aussi. Il est là pour épauler Remco Evenepoel. Il fait très bien son taf en montagne parce que il est là vraiment pour épauler Remco Evenepoel et il fait très bien son travail, je trouve, pour l'instant. Et c'est assez étonnant de voir Mikel Landa. Alors après, il a été embauché pour ça, je pense. Mais c'est très étonnant de voir Mikel Landa dans le rôle d'équipier, un peu comme ce qu'il avait à l'époque de la Sky, où il était pour épauler Chris Froome. Non, mais il connaît ce métier d'équipier, donc et il est, comme tu dis, il a été recruté pour aider Evenepoel, quoi. Et au cas où, pour prendre sa carte, au cas où Evenepoel ne soit pas au niveau,
Ce qui Pour n'est suppléer Evenpool. pas le cas. Exactement. Je parlais des UAE parce que mine de rien, on avait parlé avec FP après un peu moins d'une semaine de la hiérarchie des lieutenants chez UAE. Cette deuxième semaine a au moins permis de redistribuer la carte, les cartes en tout cas, chez UAE. Ayuso a abandonné ce vendredi entre Agen et Pau. On le sentait pas bien dans cette deuxième semaine. Adam Yates, mine de rien, est pas si mal que ça. Joao Almeida, on a l'impression que lui, il est un peu là, on va pas dire pour jouer sa carte, mais en tout cas, il va s'accrocher le plus longtemps possible auprès des leaders. Dans le Puy-Marie, on a vu que c'est surtout Adam Yates qui a travaillé, Almeida pas du tout pratiquement, et Pogačar a attaqué. Donc j'ai l'impression que Almeida, on le garde un peu en réserve. Tu joues ta carte, tu vas au maximum de ce que tu peux. On te garde en réserve au cas où on ait vraiment besoin de toi plus tard dans ce Tour de France. Est-ce que ça te donne cette impression aussi ? Alors ça me donne cette impression, oui, mais attention à ce qui circulerait chez UAE, un cas de Covid pour Ayuso. Est-ce que Almeida n'a pas contracté aussi plus ou moins ce truc-là, ce qui l'aurait fait un petit peu faiblir dans le Puy-de-Dôme, dans le Cantal et autres? À voir, mais sinon ça peut être l'avant-dernière fusée avant Pogačar. Hein. Tu parlais du Covid, en tout cas, c'est vraiment la rumeur qui tourne, ou en tout cas qui fait peur à toutes les équipes, et les gestes barrières qui ont été réinstaurés sur ce Tour de France, hein, pour les zones d'interview notamment, tout ce qui est contact avec les cyclistes auprès des cyclistes. Si on regarde un peu le classement général, finalement, pour moi je trouve que c'est un très beau Tour de France d'ailleurs. Je sais pas ce que tu en penses, c'est vrai qu'on a vu FP, on avait parlé avec FP après le Galibier notamment. Je suis plutôt fan de ce Tour de France cette année. On parlera des étapes de sprint après, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un Tour de France assez équilibré. Et alors, on a eu un super départ. Je serais tenté de te dire, jusqu'au Galibier, c'était la guerre tout le temps. Même jusqu'au 3. Allez, on va vous pousser jusqu'au 3. Et c'est vrai, on en reparlera plus tard, les étapes de sprint de début de semaine. Or, l'étape de mercredi, je te dis, je me suis plutôt ennuyé devant la télé. Mais après, l'étape de mardi, Saint-Amand-Montrond, on n'a pas eu une seule échappée. La victoire de Philipsen. C'était à la veille du Lioran, juste après l'étape de repos, juste après une première semaine où ça a quand même envoyé des watts. Derrière, ça a quand même pas mal bataillé. Je trouve que l'arrivée vers Villeneuve-sur-Lot, ça s'est quand même pas mal excité sur l'étape. Hein. On a roulé à 47,4 de moyenne. Aujourd'hui, vers Pau, ce vendredi, on a roulé à 48,8 de moyenne avec des bordures. Avec les bordures, c'est vrai que ça donnait un petit peu d'activité. Mais c'est vrai que le reste, sans attaque. Après, c'est le parcours qui veut ça. Après, on a eu une première semaine explosive, une journée de repos, le Puy-Marie qui a dû aussi annihiler quelques envies d'attaque, et puis un repos avant ce super week-end pyrénéen qui nous attend. Avant de passer au sprinter, Roglic qui abandonne, ça te laisse quel sentiment ? Et j'ai de la peine pour Roglic parce que tu vois qu'il est c'est le propre de la chute, où tu peux chuter en faisant toi-même une erreur. Et là, encore une fois, il est victime. Là, c'est vraiment le mot, victime d'une chute, où il pouvait pas empêcher cette chute. Le mental a lâché forcément. C'est un Astana qui chute devant lui. Il y avait un séparateur. Je pense qu'il a repris le maillot chat noir de Richie Porte. C'est bizarre parce que moi, Primož Roglic, c'est vraiment celui que je sentais le mieux pour la 3e semaine. Il montait vraiment en puissance. Et puis ça aurait été beau qu'il gagne enfin son Tour de France, qu'il ait fait les 3 dans sa carrière. Bon, il n'est pas fini, hein. Il reviendra, mais c'est toujours ce petit coureur ce petit coureur. Je peux pas dire petit coureur en parlant de Roglic, mais c'est ce coureur qui a toujours le facteur X, mais dans le mauvais sens. Ouais, c'est quand même un sacré coureur, hein, parce que mine de rien, il s'est mis cyclisme sur le tard. Il a un beau petit palmarès, hein, quand on regarde 84 victoires dans sa carrière. Il va remporter 3 fois le Tour d'Espagne, 12 étapes du Tour d'Espagne. Un tour qui lui correspond quand même très bien. Il va avoir 35 ans au mois d'octobre. C'est vrai que ça commence maintenant. Les années passent. Les années passent, mais bon. Ouais. Et on parle d'Arenco Evenepoel dans son équipe, notamment chez Red Bull Bora pour la saison prochaine. La rumeur enfle de plus en plus. Donc
Voilà, oui, il va alors, pas falloir laisser passer les années trop. Là, je pense qu'il lui reste maximum 2 ans pour pouvoir le remporter, le Tour de France. 2 ans et ça va devenir de plus en plus dur. Donc c'est, Maximum 2 ans, attention. Hein. mais ouais, je te dis, c'est un petit peu on devrait décerner un prix Richie Porte. Le prix de la combativité Richie Porte. Ouais. Le prix de la malchance Richie Porte. La malchance. En foot, on a la chatte à Dédé et en vélo, on a le chat noir de Richie Porte. Le chat noir de Richie. Bon, allez, on va passer au sprinter, Julien, pour clôturer ce podcast. On fait le point avant les Pyrénées, mais ça nous laisse occasion de débriefer ce qui s'est passé cette semaine au sprint, notamment ce vendredi. Et je voudrais juste parler de ce vendredi parce que Jasper Philipsen s'est donc imposé à Pau au sprint un peu décousu avec une chute dans le final, ce qui est un peu désorganisé, on va pas dire les trains, mais l'organisation de ce final, sachant qu'il y avait un peloton qui était déjà un peu désorganisé par les bordures du jour. On avait des Groenewegen et compagnie qui étaient lâchés, qui ont terminé à un peu moins d'un quart d'heure. Philipsen, j'avais entendu la petite musique là avant cette étape de vendredi. Philipsen n'est pas capable de gagner sans son poisson pilote, sans Jonas Rickaert, sans Mathieu Van Der Poel. Et ben Philipsen, il s'est débrouillé tout seul aujourd'hui à Pau et je trouve que c'est très bien qu'il ait pu fermer des bouches un petit peu, parce que Jasper Philipsen, c'est pas seulement pour moi en tout cas un sprinter qui ne fait qu'avec son train, capable de faire qu'avec un poisson pilote. Ça reste un très bon classic man, et quand on est un très bon classic man, ça veut dire qu'on est capable de se placer et qu'on est un très bon coureur pour aborder des sprints massifs. Alors, Jasper Philipsen, alors tout le monde, effectivement, comme tu dis, le voit comme un finisseur de train, comme un dernier wagon de train. Non, il se débrouille tout seul. Il peut aussi très bien se débrouiller tout seul, à la manière d'un Cavendish ou d'Arnaud Démare une certaine époque. Il peut se débrouiller tout seul sans train. C'est vrai qu'avec son train, ça marche plutôt bien. Forcément, ça marche. Quand on a un train avec un Van Der Poel pour te lancer, forcément, c'est un lead-out de rêve, quoi. C'est un beau lead-out, mais là, il a prouvé encore aujourd'hui qu'il pouvait se débrouiller tout seul. Philipsen, il me fait un peu penser à des coureurs comme Elia Viviani, Benjamin Thomas, tu sais, qui seraient super, ces deux sont super à l'aise sur piste, en course en peloton. Et Philipsen pourrait être un bon coureur des pistes en peloton. Aussi. Et sa facilité à se déplacer dans un peloton, à se débrouiller tout seul. Il n'a pas forcément besoin d'un train. Moi, il me fait penser un peu à Cavendish quand il était un peu au sommet de sa carrière. Souviens-toi, on disait Cavendish sans son train, il est rien. Et Cavendish sans Mark Crenshaw, il est rien. Moi, il me fait penser à un Cavendish période Sky. Eh ben, alors, pas période Sky, mais ça me fait penser au moment où Cavendish est parti chez Sky, où on a dit Cavendish, il est fini. Oui, mais attends, parce qu'il n'avait pas de train. Cavendish gagne chez Sky, il gagne 2 étapes sur le Tour. Et il me semble qu'il gagne le maillot vert en 2011 sur le Tour, non? Alors je vais regarder. C'est quoi? Regarde. 2011, il n'était pas chez Sky encore, il me semble. Cavendish HTC Aero 2011, donc c'est 2000. Je regarde en même temps. Et 2012 chez Sky. 2012, il y avait Edvald Boasson-Hagen avec lui. Alors, il remporte pas le maillot vert 2012, mais en tout cas, il remporte des victoires d'étape. Je suis en train de regarder en même temps. On va pas le faire de tête. Je suis pas quand même comme ça. Mais je regarde sur le Tour de France. Il remporte l'étape des Champs-Élysées, forcément. Et puis l'étape de Brive-la-Gaillarde et l'étape de Tournai. 3 étapes chez Sky en 2012. Voilà, donc ça place quand même le gars, et il n'avait pas forcément le train, parce qu'on se rappelle que 2012, c'est l'année où Bradley Wiggins remporte le Tour de France devant Chris Froome. Ouais, c'est une année où il était là en tant que sprinter parce qu'il fallait Cavendish sur le Tour, mais avec une équipe qui était plus dévouée. Bradley Wiggins, Boasson-Hagen, cette année-là, marchait pas trop mal en montagne non plus, donc il avait aussi forcément perdu son côté poisson pilote. Je te refais quand même l'équipe. Alors il y avait Bradley Wiggins, il y avait Boasson-Hagen, il y avait Mark Cavendish, Bernard Heisel qui l'avait ramené aussi pour l'accompagner dans les sprints. Alors il n'y avait pas de train pour Mark Cavendish, mais il y avait quand même des hommes de confiance avec Chris Froome, Christian Knies, Richie Porte, Michael Rogers et Konstantin Sioutsou. On avait 9 coureurs à l'époque par équipe, mais il n'avait pas de train comme à l'époque de la HTC avec un Mark Crenshaw qui donnait des coups de tête à tout le monde pour lancer. Là, pour revenir à Philipsen, c'est vrai que Jasper Philipsen, mais pour le coup, aujourd'hui, il s'est fait tout seul à Pau, et je trouve que c'est très bien, en tout cas. Pour terminer ce podcast, il faut quand même qu'on parle de Biniam Girmay. Il est incroyable. 3 étapes, et il devient ce que je ne pensais pas ce qu'il était, en tout cas aujourd'hui, mais
voilà, qui, en tout cas, il avait le potentiel pour le devenir, un vrai pur sprinter. Un vrai finisseur. Alors, Girmay, je sais pas si toi et les auditeurs se rappellent de son sprint de fou au championnat du monde espoir à Louvain, où il vient chercher une deuxième place en remontant le peloton à une vitesse. Alors là, je l'ai pas. Je t'avoue que je l'ai pas. Et là, tu te dis, ok, ça c'est déjà un bon sprinter. Aller gagner un Gand-Wevelgem, ça te classe aussi un coureur d'un point de vue sprinter. Parce que Gand-Wevelgem, c'est quand même une Flandrienne, mais très souvent dévolue au sprinter. Quoi. Alors, surtout que le sprint à Gand-Wevelgem, quand il gagne, sprint de costaud. Hein. Sprint de costaud, il a pas de train. Hein. Il y va tout seul. Il lance assez loin, il me semble. Girmay, 3 victoires d'étape. Et encore, quand on voit l'étape de Villeneuve-sur-Lot qui remporte ce jeudi, en costaud. Alors Mike Tennyson, incroyable pour le remonter. Lui, en pleine confiance, qui se faufile dans les roues aussi, dans la roue de Mike Tennyson, mais qui prend le bon espace dans les 300 derniers mètres pour aller gagner. Tu sens qu'il est en pleine confiance. Il a tout pour lui. Quelle étape il remporte aussi à Villeneuve-sur-Lot? Et puis c'est la semaine dernière à Colombey les deux églises. Bon, Colombey les deux églises. C'était pas une étape de moelleux. Le final, c'est pas une étape de moelleux. Hein. Ah ouais, non mais il faut être très costaud. Il faut être très costaud hein, pour aller remporter cette étape-là. Bon, Girmay, c'est le meilleur sprinter pour toi de ce Tour de France. S'il n'abandonne pas, il a largement les chances de ramener le maillot vert à Nice. Au-delà du maillot vert, est-ce que c'est le meilleur sprinter? Depuis le début du Tour, oui. Aujourd'hui, c'est le meilleur sprinter du Tour. Moi, je pense qu'il est même aujourd'hui, on va pas dire un cran au-dessus que Philipsen, un souffle au-dessus de Philipsen. Il est au-dessus. On va dire, pour rester dans le milieu, on va dire il est une roue devant Philipsen. Alors moi, je dis une demi-roue. Je dis pas une roue, il est une demi-roue pour moi. Il est une bonne roue devant Philipsen. Après, les grincheux vont dire oui, mais il n'y a pas les meilleurs sprinters du monde. Bah, si. Si. Tour de France ramène les meilleurs sprinters au monde. Et quand on voit alors, au classement par points, Girmay compte 75 points d'avance sur Philipsen. Il faudrait un énorme cataclysme pour que Binyam Girmay soit pas maillot vert à Nice. Derrière le troisième de ce classement par points, c'est Anthony Turgis qui compte 130 points de retard sur Philipsen. Donc ça laisse 105 points derrière Binyam Girmay. Abrahamsen, lui, il est incroyable. Je pense que ça va être le super combatif du Tour. Hein. Je pense que il est bien parti pour, en tout cas. Il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Et oui, à mon avis, il finira super combatif du Tour. Même s'il perd son maillot à poids définitivement, je pense qu'il aura mérité au moins ce titre-là. Il a dépassé aujourd'hui les plus de 700 km d'échappée. C'est incroyable. C'est quoi? C'est quel classe? C'est le classement du Giro, le classement du combatif du Giro qui compte les kilomètres devant, non? Il y a le classement de la Fuga. C'est la Fuga, voilà, la Fuga. J'avais sur le bout de la langue. Qui est un autre classement que la combativité, qui est un classement du nombre d'échappées en tête. C'est incroyable. Abrahamsen. Et finalement, Abrahamsen, son maillot à poids actuellement, il l'a construit sur la première étape. Sur la première étape. Et derrière, les petites échappées au fur et à mesure pour prendre des points par-ci par-là. Échappées. Il a construit un peu, ça peut paraître bizarre au niveau du parallèle, un peu comme Sagan construisait ses maillots verts. Oui. En sortant dans les échappées. Bon, après, vu ce qui reste dans la seconde partie du Tour de France, et notamment sur ce week-end pyrénéen. Alors, je ne sais pas si on verra Abrahamsen en maillot à poids déjà après l'étape de samedi. Hein. Alors attention au départ, moi je pense dimanche, sûr, ça va partir après une bonne séance de home trainer pour tous les coureurs. Oui. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On rappelle, c'est Peiro Sourde direct. Hein. Avec Persourde au bout de 7 bornes et un sprint kilomètre 37. Donc là, ça peut partir vite. Et attention, demain, je pense que ça va batailler longtemps avant que la bonne échappée sorte. Mais tu sais quoi, ça peut batailler et tu peux avoir aucune échappée au pied du Tourmalet et puis c'est là que ça peut faire la diff. Voilà, ça peut batailler jusqu'au kilomètre 71, jusqu'au sprint intermédiaire. Sprint intermédiaire qui sera quelques kilomètres avant le Tourmalet, puis derrière on aura l'enchaînement Tourmalet aux Rouquettes dans 6 ans et puis le Pla d'Adé. Et dimanche, donc avec Peiro Sourde, le col de... Alors là, je fais 2 têtes. Mantes, Portée d'Aspet... Et ensuite, il y a un autre col avant le plateau de Beille. Col d'Agnès, exactement, avant le plateau de Beille, exactement. Port de l'Ers qui n'est pas référencé. Oui, qui n'est pas référencé parce que c'est un peu comme l'enchaînement Aubisque sous l'or. Voilà. Où tu as une remontée, après tu rattrapes le sommet. Juste le point Lenny Martinez.
Je vais le faire parce que je pense que si ça reste comme ça d'ici la fin du tour et que Lenny Martinez va au bout du tour, on va en rediscuter un petit peu. Le point Lenny Martinez pour dire que Lenny Martinez est remonté dans le classement grâce aux abandons, dans le classement en tout cas de la dernière place, puisqu'il est maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6e dans ce classement en partant de la dernière place. Il est seulement à 4 minutes de Mark Cavendish qui est juste derrière lui au classement général. 154e Lenny Martinez, 155e Cavendish. Lenny Martinez est au classement général derrière des Phil Baos, Nils Ekoff, c'est les coureurs qui sont juste devant lui. Baos, Ekoff, Mozzato, Gaviria, Reinders, Groenewegen, Sam Bennett, Kesbol, Dan Maclay. Voilà les coureurs qui sont devant lui au classement. C'est le dernier français au général, il est à 2h44. Il n'a pas pris une échappée, il traîne sa misère, il a encore terminé dans le groupe Eto aujourd'hui à un quart d'heure. Et Lenny Martinez, s'il termine ce tour, qu'il n'a pas pris une échappée, ça sera un véritable scandale. Et ça, on en reparlera à mon avis, parce que je ne sais pas ce qu'il fout sur le Tour de France. Mis à part le cramer pour la fin de saison, c'est magnifique. C'est ce que j'allais dire. Je comprends pas que Madio lui dise pas, écoute, dimanche soir après l'étape, tu te fais plaisir sur les 2 dernières étapes pyrénéennes, et lundi, tu es à la maison, tu te reposes parce que tu vas finir la saison cramée. Ou alors, ils veulent le cramer avant qu'il soit là où il était annoncé, chez Bahrain Victorious. Ouais, alors après, pour moi, si Martinez n'a pas abandonné après une semaine, je pense qu'il ira jusqu'au bout. Alors, il peut me donner tort, et ça me ferait plaisir qu'il me donne tort. Mais l'arrivée est à 10, l'arrivée est chez lui. Ouais. Puisqu'il habite à Nice. Donc autant faire le tour pour rentrer chez soi, parce que le dimanche soir, après la dernière étape du tour, il aura 3 bornes à faire pour rentrer chez lui. Ah ouais, bah il y en aura plusieurs qui rentreront très vite, qui prendront peut-être le tramway pour pas avoir mal aux jambes. Ouais. Mais moi, je serais Madio. Je souhaiterais pas qu'il aille jusqu'à Nice. Bah écoute, moi je m'attendais à ce qu'il abandonne le lundi, mais bon, il traîne sa misère. Mais bon, bref, je vais pas relancer le débat Lenny Martinez. Je vais juste faire le point pour souligner que c'est absolument n'importe quoi, et on en reparlera plus tard dans Vélo Podcast. Julien, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi, et puis on va se retrouver dans quelques jours pour parler de ce Tour d'Italie qui donnera son verdict final dimanche avec l'arrivée à l'Aquila. Et pour l'instant, cette bataille entre Longo, Borghini et Kopecky qui s'annonce haletante, seulement 3 secondes qui les séparent au général. Ça va être un week-end de folie, avec très bonne chose de la part de RCS, qui est le nouvel organisateur du Giro Femmes, de faire finir les étapes maximum à 15h pour pas subir de plein fouet la concurrence du Tour Homme. Et on rappelle que l'organisation du Tour d'Italie Homme a récupéré l'organisation du Tour d'Italie Femmes, et qu'il y a une vraie volonté de RCS de mettre en place un vrai Milan-San Remo, un vrai Tour de Lombardie, et d'avoir vraiment les mêmes épreuves chez les hommes que chez les femmes. Il manquait plus que les Italiens finalement vis-à-vis de ça, et c'est une très bonne nouvelle. Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Mais de rien, je te remercie aussi de nous accueillir à chaque fois, et bon week-end de Tour de France à tous les auditeurs. Bon week-end de Tour de France à toutes et à tous. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, et puis référencez-nous 5 étoiles sur Podcast Addict, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer. Allez-y, faites tourner, référencez-nous 5 étoiles, abonnez-vous à la chaîne YouTube, et on se retrouve dans quelques jours. On va essayer de faire le débrief après les Pyrénées, après le Tour d'Italie, puis ensuite, ça sera parti pour la fin de ce Tour de France avec un dernier week-end de dingue. Julien, à très bientôt. À très bientôt, Guillaume. Allez, ciao, ciao.